Tu te rappelles Marvel Spider-Man? Oui, je me rappelle de Marvel Spider-Man. Un jeu vidéo super cool qui nous a jamais aussi bien mis dans la peau de l'homme araignée. Bien que l'absence de flashback pour expliquer l'origine story de ce Spider-Man fasse perdre en immersion, et que le passage avec le poison du scorpion soit un peu trop calqué sur Batman Arkham Asylum, à la limite du plagiat, il s'agit du meilleur jeu vidéo sur l'univers Spider-Man, Mystérieuse Menace étant trop méconnu du public. Ah d'accord, c'est un crossover. Je parlais du dessin animé Marvel Spider-Man. Ceux qui passent sur les adaptations de Spider-Man devraient plus réfléchir sur les titres. Bon, sérieusement, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Al, il y a 3 sujets où je pourrais parler des heures sans m'arrêter. Pokémon, les films de Mamoru Hosoda et Power Rangers. Ok alors. Quoi? Mais on fait une vidéo sur Spider-Man? Oui, mais si les Power Rangers sont des robots géants, c'est parce que c'est l'adaptation américaine de la série japonaise Super Sentai, et ils ont des robots géants. Et s'il a été décidé que les Super Sentai auraient des robots géants, c'est grâce au succès de Spider-Man, l'adaptation en série live japonaise de Spider-Man, où ce dernier possède un robot géant. Attends, c'est ça son excuse pour apparaître dans cette vidéo? It's Morphin Time! Et aussi parce que je suis fan de Spider-Man, et que c'est en grande partie grâce aux séries animées des années 90. C'est resté, et j'ai même écrit un cahier des charges pour ma propre série Spider-Man, mais au fait, elle est où, Chucky? Je sais pas, des fois elle est juste pas là. C'est comme ça que je sais que la série que j'ai arrivée va être bien pourrie. J'essaierai de l'attraper si tu veux. Des fois j'y arrive. Attends, tu dis que tu découvres la série au moment d'en parler? C'est pas exactement ça. Dans l'histoire, oui, mais en vrai je récite le script écrit par le hall de la réalité. J'insiste pas. Bon, du coup, tu te rappelles Marvel Spider-Man, la série de 2017? Celle qu'on appelle aussi le deuxième dessin animé Spider-Man de Disney XD pour éviter toute confusion? Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle comme étant le pire dessin animé Spider-Man. Et les dessins animés produits avant 90? Ce sont des séries de leur époque, et elles sont d'une qualité moyenne sous le regard d'un téléspectateur d'aujourd'hui. Bon, je reconnais que je trouve assez ennuyeuse et peu mémorable la première série de 80, juste intitulée Spider-Man, ce qui est un critère suffisant pour en faire le pire dessin animé Spider-Man. À ne pas confondre avec Spider-Man et ses amis exceptionnels, diffusés en même temps, et qui est bien meilleur grâce à la dynamique de trio que forme Spider-Man avec Iceman et Firestar, même s'il est juste moyen bon. Alors Marvel Spider-Man est le pire dessin animé Spider-Man post-80. Et que penses-tu de Spider-Man Unlimited, cette adaptation mal aimée sortie fin 90 et qui se fait passer pour la suite de la série de 94 malgré les incohérences? Je regardais cette série quand j'étais petit sur Fox Kids, en alternance avec le Spider-Man de 94 sur TF1. C'est notamment dans cette série que j'ai découvert en premier Venom et Carnage qui ont un chara design qui déchire. Mais c'est peut-être la meilleure chose à retenir de cette série. L'univers est agréable à regarder pour son esthétique, le lore est plutôt travaillé, mais l'écriture est tellement chelou que le scénario en devient nanardesque. Oui, au fond, nanardesque est sans doute le mot. La série n'est pas facile à juger pour son scénario, vu qu'elle n'a duré que 13 épisodes et se termine sur un cliffhanger comme le Surfeur d'Argent, mais en ayant laissé la majeure partie de ses sous-intrigues en suspens, contrairement au Surfeur d'Argent. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une drôle d'idée de prendre Spider-Man, censé vivre des difficultés réalistes dans sa vie quotidienne, pour l'expédier dans une autre dimension où il combat des exploits de ses méchants réguliers, sur fond de dictature furie commandée par le grand évolutionnaire, le personnage de Thor. On peut sûrement attribuer ces choix bizarres au conflit de production lié à la crainte de souffrir la comparaison avec Batman la Relève, et au projet cinématographique pour Spider-Man avec lesquels il ne fallait pas se télescoper, mais quand même drôle de projet. Cela dit, ça reste moins pire qu'Avengers United Wasteland, sorti à la même période. Mais j'ai bien aimé cette série, moi. Et comme tu l'as dit, il n'en demeure pas moins que, visuellement, Spider-Man Unlimited est plutôt agréable. Et puis bon, c'est assez bébête, mais il y a des idées intéressantes de temps à autre, même si elles ne vont nulle part. J'aime beaucoup quand ils introduisent des méchants de Spider-Man et qu'on découvre comment ils sont différents des versions qu'on connaît. Dans ce contexte, j'ai une petite préférence pour l'épisode du vautour. Dommage que, comme tu l'as dit, ça ne va nulle part. Pour conclure sur Spider-Man Unlimited, ce n'est pas une bonne chose lorsque ton projet dans lequel tu t'es donné corps et âme est perçu comme un nanar, mais c'est toujours mieux d'être appréciable en tant que nanar qu'être juste mauvais. Mauvais, là pour le coup, c'est le cas de le dire de Marvel Spider-Man. Je n'aurais pas la prétention d'être un expert des productions animées Marvel de ces 10-15 dernières années, mais que ce soit les longs métrages devant lesquels j'ai tenu 10 minutes, ou les séries, il y a une certaine tendance à la négligence et au minimum syndical. À première vue, Marvel Spider-Man en est clairement représentatif. Ça saute aux yeux parce que la recette Spider-Man est une recette déjà bien éprouvée. Chacun sait ce qu'elle peut donner, par le biais des films de Sam Raimi, ou comme pour moi, avec la série de 1994, qui fait une synthèse magistrale de tout ce que peut être l'homme araignée. Voir Marvel Spider-Man reprendre tant de situations dramatiques typiques de Spider-Man dans une version aussi dénuée d'intérêt choque. Mais contrairement à Avengers Rassemblement par exemple, la série ne choque pas que par ses manquements, elle déçoit surtout par les choix qui y sont faits. Je propose qu'on parle avant tout du premier problème qui fâche. Cette série est laide. Oh, j'aurais pas forcément relevé ça en premier. Mais c'est vrai que ça surprend dès les affiches promotionnelles. Les super-héros, c'est censé être haut en couleur, on s'attend pas à quelque chose d'aussi fade que ce que propose cette série visuellement.
Au-delà de ça, bon... Non, sérieux, il y a trop de choses qui ne vont pas. J'ai déjà décrit des dessins animés comme étant moches à vomir, mais là c'est pour de vrai. Jusqu'à mon dernier visionnage pour les besoins de cette vidéo, j'avais un sacré mal de ventre en regardant cette série. Je pense que cela s'explique par la perspective. Sérieusement, regardez-moi ça. Les personnages fondent dans le décor, il n'y a pas d'effet de profondeur, les ombres sont optionnelles, et les couleurs sont ternes et pas assez nuancées. C'est désagréable et mon cerveau ne supporte pas. Pour ma part, je me bornerai à dire que ce graphisme se démarque surtout par son manque d'intérêt, lié, je dirais, à son minimalisme. Certes, en choisissant d'être aussi plat, ce chara-design s'éloigne de l'univers visuel du jouet, rompant ainsi avec la tendance des dessins animés Marvel, parfois, d'avoir des chara-design trop flashy et articulés, trop jouets, notamment dans les années 90, mais pas seulement. Cela étant, faut bien dire que les super-héros et les super-vilains intriguent par leur originalité visuelle. Tu citais Spider-Man Unlimited, j'ai toujours beaucoup aimé les effets d'ombre opaque et les nuances de couleurs dont cette série nanardesque regorge. Pas besoin d'aller jusque-là. On peut comparer par exemple le costume du symbiote entre la série de 94 et Marvel Spider-Man. Dans la série de 94, il a des reflets bleu foncé qui lui donnent une texture lisse et le rendent visuellement intéressant. Dans Marvel Spider-Man... ouais, juste du noir et du blanc tout plat. Idem pour Spider-Girl, dont le costume est plus intéressant visuellement dans la série Iron Man. Et pourtant, la série Iron Man... Alors je sais que le budget attribué aux séries du groupe Disney Channel joue sur l'aléatoire. Sur beaucoup de séries passées sur de grands classiques Disney, les patrons ne sont pas exigeants sur la qualité de la forme, partant du principe que ces séries auront automatiquement leur public. Ils ont dû se dire la même chose avec les séries Marvel. Mais enfin là, vous me ferez pas croire que ce sont des pros qui ont bossé là-dessus. Et si seulement c'était le seul problème. Après tout, je trouve que la légende de Tarzan est dans le top 10 des meilleurs dessins animés Disney Channel, alors que le dessin et l'animation ne sont pas toujours au niveau. Mais ce n'est pas le cas avec ce Marvel Spider-Man. Après, on dirait que c'est le projet qui veut ça. Le générique aussi est d'une sobriété confondante. Il y a pour ainsi dire pas de générique. C'est du même niveau de minimalisme que le logo Netflix. Ouais, bah justement, c'est sûrement pour être plus adapté aux plateformes de streaming qu'à la télé. Et de toute façon, Ultimate Spider-Man, qui était moins moche que Marvel Spider-Man, avait déjà un générique comme ça. Ok, alors je propose qu'on commence à résumer un peu le scénario. Comme beaucoup d'adaptations de Spider-Man, nous suivons l'histoire de Peter Parker, adolescent qui s'est fait mordre par une araignée radioactive, ou génétiquement modifiée comme ici, et qui obtient des super pouvoirs d'araignée. Profitant de ses pouvoirs pour ses désirs personnels, il laisse un bandit s'enfuir, ce même bandit tue son oncle Ben, sa figure paternelle, et il comprend qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, ainsi Peter devient Spider-Man, le protecteur de New York. Les adaptations les plus iconiques de Spider-Man mettent l'accent sur le fait qu'être Spider-Man pose à Peter Parker de grandes difficultés dans sa vie. Non seulement il y a la perte de son oncle, mais il y a aussi et surtout le fait que Spider-Man est mal accepté par la population, que ça coupe Peter de ses proches, que ça les met à la merci des super-vilains, et que ça limite ses perspectives de carrière. Ainsi, beaucoup de gens connaissent Peter Parker comme photographe au Daily Bugle. À tort ou à raison, certains considèrent, et regrettent, que ça fait oublier que Spider-Man est un scientifique. Spider-Man est un scientifique? Cette version, Marvel Spider-Man, a donc pris les choses en main et décidé de mettre l'accent sur le génie du lycéen Peter Parker, admis dans les premiers épisodes à l'école pour surdoués Horizon, fondé et dirigé par un super génie Max Model, fréquenté par d'autres super génies tels qu'Otto Octavius qui y est prof, mais aussi Miles Morales, Gwen Stacy et Anya Corazon qui y sont élèves, et boudé par encore d'autres super génies comme Norman Osborn et son fils Harry. Je simplifie, on reviendra sur les détails après. Cette série a en commun avec le Spider-Man de 94 de ne pas commencer par le début, c'est-à-dire par la morsure de l'araignée et la mort de l'oncle Ben. Elle commence alors que Peter est déjà Spider-Man. Mais c'est une constante dans les dessins animés Spider-Man, pas vrai? Pas exactement. C'est pas une constante dans les dessins animés Spider-Man? Oh si! Je voulais dire pas exactement que cette série ne raconte pas les événements qui font de lui Spider-Man en premier. En fait, il y a un épisode 0, diffusé sur Disney+, comme étant le premier épisode, mais qui, à la base, est la compilation de plusieurs vidéos YouTube qui retracent les origines de ce Spider-Man. En 6 parties. Une introduction, et ensuite 5 chapitres où Peter découvre ses pouvoirs et les étudie au moyen de la soi-disant méthode scientifique. Soi-disant? Oui. On reviendra sur la question de la science dans cette série, et sur la question de la naïveté dans cette série, mais j'aimerais faire une petite digression sur cette histoire de méthode scientifique parce que j'aurai pas l'occasion de le refaire après sans que ça pose problème. Comment tu le sais? Parce que j'ai coécrit le script. Bon, donc, ces 5 étapes de la méthode scientifique, observation, hypothèse, prédiction, expérimentation, conclusion, c'est n'importe quoi. En fait, tout ce qu'on peut lire d'un peu précis et détaillé sur la démarche scientifique, c'est du pur bullshit, et les philosophes des sciences et scientifiques qui écrivent ça le savent parfaitement. Ça correspond à une vision rigide et procédurière de la science qui permet aux gens de comprendre ce qui distingue un résultat scientifique d'une croyance, mais outre que ça ne correspond aucunement au métier de chercheur, qui est fait d'imprévus, de sérendipité, de recyclage de manip, de changement d'approche et d'objectif, bref, de flexibilité, et outre que ce qu'on fait concrètement en tant que chercheur dépend énormément du domaine, ça déshumanise complètement cette activité et pose une vision assez,
comptable, si je puis dire, de la fiabilité comme étant l'alpha et l'oméga de la crédibilité. C'est pas la bonne approche. Votre démarche est scientifique à partir du moment où vous créez et acceptez les conditions qui peuvent vous donner tort, et où vous comprenez ce que ça veut dire prouver quelque chose, à savoir présenter un résultat qui ne peut exister que si ce que vous proposez est vrai et son contraire faux. Aucune nécessité de respecter une démarche en 5 étapes ou je sais pas quoi. De toute façon, ne nous attardons pas sur cet épisode 0, car si les diffuseurs avaient voulu qu'on le prenne au sérieux, ils en auraient fait l'épisode 1, et puis voilà. Bon, comme je le disais, c'est l'histoire de Peter Parker, élève à Horizon, une école pour surdoués, où Peter Parker et ses amis surdoués font des trucs de surdoués, deviennent des super-héros et doivent combattre des super-vilains, généralement des surdoués. J'ai un premier souci un peu général avec cette série, qui est d'être trop enfantine. Enfantine ? Oui, alors, c'est un problème qui est masqué par d'autres problèmes plus graves, mais par contre, c'est un problème commun avec Avengers Rassemblement et les Gardiens de la Galaxie. Dans ces deux séries, ce n'est pas masqué par autre chose, donc c'est plus flagrant. Si tu le permets, je vais donc expliquer ce que j'entends par là grâce à Avengers Rassemblement. Bon, d'abord, certes, les séries animées occidentales pour la télé sont généralement destinées à la jeunesse, et il n'est pas question d'exiger que toutes les séries soient comme Batman. Mais on s'attend à ce que les séries de super-héros soient quand même destinées à la tranche d'âge haute pour la télé, c'est-à-dire 10-12 ans, regardable aussi par les ados. À quoi se fait la distinction ? À plusieurs choses, et notamment à l'écriture des dialogues. Plus on est destiné à un public jeune, plus les dialogues seront fonctionnels et explicites. On dit les choses de manière à bien expliquer ce qui se passe et uniquement dans ce but. Plus on est destiné à un public âgé, plus l'implicite est permis, et plus les dialogues peuvent être organiques, dynamiques, malicieux, vifs, tout ce que vous voulez. Or, les dialogues d'Avengers Rassemblement frappent par leur côté, je m'attarde sur des détails bateaux et sans intérêt pendant des heures. Je suis le gardien de l'œil d'Agamotto, et l'œil a senti une présence qui n'était plus perceptible dans ce royaume depuis des milliers d'années. L'œil a senti la présence d'Agamotto. Et outre qu'on a des dialogues plan-plan qui s'éternisent et qui sont chiants comme la mort... Attends, une minute. Tu nous parles de l'œil d'Agamotto, c'est ça ? Tu veux dire que cet Agamotto, c'est une personne ? Et si je comprends bien, depuis qu'on te connaît, tu te balades en portant son œil sur toi autour du cou ? Ça fait l'impression très bizarre que ces personnages adultes ont 7 ans d'âge mental. Je ne fais pas qu'arrêter les méchants avec ma technologie. Le fait que les passages humoristiques soient aussi des moments où ils se disputent pour des gamineries n'y arrange rien. J'ai parlé d'Avengers Rassemblement, c'est valable aussi pour les Gardiens de la Galaxie, comme j'ai dit. Ça fait des années que je n'ai pas vu ces deux séries. De ce que je me rappelle de Avengers Rassemblement, même si ce n'était pas folichon et bien inférieur à la série Avengers précédente, il me semble qu'elle valait tout de même quelque chose. Par contre, la série Les Gardiens de la Galaxie, j'avais l'impression qu'elle avait été créée pour me faire mourir d'ennui. Franchement, s'il n'y a que 2 dessins animés Marvel produits par Disney XD à garder, pour moi, ce serait Ultimate Spider-Man et Hulk et les Agents du Smash. Même si ni l'un ni l'autre n'est la meilleure adaptation en série animée de son super-héros. Certaines de ces séries se ressemblent graphiquement, elles sont en continuité. Oula, moins on en parle, mieux on se porte. Ultimate Spider-Man et Hulk et les Agents du Smash se passent dans le même univers. Ces deux séries se connectent sur plusieurs intrigues sans avoir de grosses incohérences. Par exemple, les deux séries ont leur épisode d'Halloween, chacun faisant intervenir le commando hurlant, avec dans l'équipe la momie vivante. Je le souligne car dans Ultimate Spider-Man, la momie vivante trahit son équipe. Mais dans Hulk, la momie vivante fait de nouveau partie de cette équipe. Et ça ne se passe pas avant puisqu'on nous fait comprendre qu'elle a eu un arc de rédemption entre les deux événements. Ils ont aussi leur version commune des Gardiens de la Galaxie qui est différente de celle de la série du même nom. Une version que j'apprécie plus vu que leur Groot dit normalement « Je m'appelle Groot » et pas stupidement « Je s'appelle Groot ». Déformation en VF que le film a rendu populaire et que je mautirai jusqu'à la fin de ma vie. À côté, la série Marvel Spider-Man qu'on traite et la série Les Gardiens de la Galaxie se déroulent dans le même univers. Ça doit aussi se connecter vu que le Groot de cette série apparaît dans Marvel Spider-Man et repart après pour sauver son équipe, mais... C'est bon, j'ai déjà revu Marvel Spider-Man pour cette vidéo, je ne vais pas en plus perdre du temps sur la série Les Gardiens de la Galaxie pour vos beaux yeux. Je l'ai déjà fait pour les saisons 17 à 19 de Pokémon. Et Avengers Rassemblement ? C'est là que ça se complique, puisque la série change de continuité en cours de route tout en suivant son intrigue. D'ailleurs, c'est observable, le style graphique change à la saison 4. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que le Spider-Man qui apparaît dans les 2 premières saisons est le Spider-Man de Ultimate Spider-Man, et le Spider-Man qui apparaît dans la saison 5 est celui de Marvel Spider-Man. Eh bien, ça a l'air hardcore. Mais cessons de digresser et retournons sur la série. Je te laisse commencer, le temps que je prenne une aspirine. Alors on va y aller carrément. Le problème majeur, qui masque jusqu'au caractère enfantin de la série, c'est qu'un choix, seul et unique mais fondamental dans la série, rend les personnages insupportables pendant... Allez, au moins la moitié de la saison 1. On veut mettre l'accent sur le fait que Spider-Man est un scientifique.
Dans une série enfantine comme celle-là, où quand notre seul outil scénaristique est un marteau, on ne sait mettre en scène que des clous... Mais qu'est-ce que ces bandits essayent de voler? D'après nos rapports, du vibranium! Pourquoi ils ne se contentent pas de prendre de l'argent? T'as des années de retard! La science est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui! Ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que l'environnement de Peter dans la série est scientifique. Il y a l'école Horizon, il y a l'école rivale fondée par Norman Osborn suite à l'exclusion de son fils Harry d'Horizon, qu'il a lui-même machiavéliquement organisé pour resserrer son emprise sur lui. Mais du coup, surtout, tout le monde et son cousin est un scientifique, et si possible un ado super génie. Harry Osborn, Alistair Smythe, Gwen Stacy, Miles Morales, passe encore. Mais même Lisa Lane, même le Shocker, même le Rhino. Vous allez pas me faire croire que c'était essentiel de faire du Rhino un petit génie d'Horizon. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'attends que tu fasses les gestes. Mais quel geste? Bah tu sais, les... Non mais t'es pas sérieux? Bah, fais les gestes. Non mais ça va être ridicule. Fais les gestes où j'appelle Chucky. Tu sais, j'ai pas spécialement peur de Chucky. Ah c'est super, juste... alors je peux l'appeler. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Mais c'était quoi ça? C'était pour appeler Chucky. C'était pour faire comme dans Planet of the Symbiotes, quand Venom hurle à la mort pour appeler ses copains. En plus, quelque chose de semblable est adapté dans la série, donc on est dans le sujet. Alors, tu vas faire les gestes? Bon bah ok, alors, tout le monde et son cousin est un scientifique dans cet univers, même le Rhino. Vous pouvez pas me faire croire que c'était essentiel que le Rhino soit un petit génie surdoué d'Horizon. C'est bon? Cela dit, dans une adaptation de Tendre Rhino, j'aurais accepté un Rhino surdoué, mais pas jeune. Une grande partie des super vilains adultes sont aussi des super génies, que ce soit Octopus, le Vautour, Norman Osborn, le Chacal, Spencer Smythe. Ça, bon, à la rigueur, c'est davantage dans l'esprit de ce qu'on attend des ennemis de Spider-Man. Sans compter qu'il y a quelques méchants non super géniaux comme Hammerhead pour donner le change. Même Flash Thompson est intelloisé. Il gagne une fête de la science par défaut avec un volcan en bicarbonate de soude. Un volcan de bicarbonate de soude, chouette! Bon allez, faisons une petite concession à cette série. C'est peut-être vrai qu'avec les Tony Stark, les Bruce Banner, les Hank Pym, les Reed Richards qui sont des super génies, le public a tendance à oublier que Spider-Man est lui aussi un génie, quoique plus modeste. Il est exact que dans les premiers comics même, il trouvait souvent des solutions à ses problèmes grâce à ses connaissances scientifiques plus approfondies que la moyenne, pas seulement avec ses super pouvoirs. Dans les films de Sam Raimi, ses lance-toiles lui ont poussé naturellement avec le reste de ses super pouvoirs. Dans la série animée, son instinct d'araignée lui a permis de les fabriquer. Mais dans les comics, la justification qu'il fournit à cette prouesse technologique est que only a science major comme lui pouvait concevoir un tel appareil. C'est bien de rendre hommage à cet aspect du personnage. Le problème, c'est que cette série, c'est Only a Science Major, la série animée. Plonger Peter dans un environnement où ils sont tous des génies, y compris lui, et font des trucs de génie entre génies pour les génies, était la façon la plus naïve et caricaturale de le faire. Dans cette série, Peter vit science, il respire science, il mange et il boit science, et surtout, il parle science. Les mathématiciens grecs savaient que la force n'est rien sans un point d'appui. Les personnages font sans arrêt allusion à leur propre intelligence, et les auteurs ne semblent pas se rendre compte que ça les rend extrêmement antipathiques. Même les gentils passent leur temps à faire des concours de bites sur leur connaissance. Votre nom? Peter Parker. P comme phosphore, E comme électron. C'est bon, T comme... c'est bon, vous êtes sur la liste. Personne ne fait ça dans la vraie vie, pas à ce degré. Non seulement ils insistent pour utiliser des mots savants dans la vie courante... Sphénopalatine ganglioneuralgia. Tu peux pas simplement dire coup de froid au cerveau, comme tout le monde? Mais ce ne serait pas totalement exact. Mais en plus, ils sont hyper obtus, ils prennent les métaphores au premier degré et sautent sur l'occasion d'en contester la pertinence d'un point de vue scientifique. Il me reste quelques petits réglages à faire, mais je suis sûr que vous serez enchanté. Les enchantements, c'est pour les contes de fées, monsieur Parker. Ça n'a absolument rien à voir avec la science. Ils sortent en permanence des micro-savoirs anecdotiques du genre qu'on donnerait comme réponse aux Trivial Poursuites. Parfois c'est utile au scénario, mais quand c'est des trucs que tout le monde sait, c'est vraiment pénible. Est-ce que tout va bien? Oui, je travaille tard pour étudier les étoiles, même si le soleil est une étoile et qu'on peut l'observer pendant la journée. Et vous croyez que ça ne concerne que les personnages principaux? Non! Même les caméos en Kestar le font! Eh ben, lui, Ted, il a eu un A à son dernier devoir de science, et elle, Julie, elle a... Je voulais dire maintenant que ce sont des loups, dont le nom scientifique est Canis lupus. Je ne vois pas l'intérêt de les appeler en latin. Bon, écoutez, on peut faire de bonnes séries avec des héros antipathiques. Mais généralement, ces séries jouent sur leur antipathie. Là, on est dans un cas comme Gravity Falls, où les héros sont antipathiques, alors que ce n'était certainement pas le but. Même dans le cas de Spider-Man, on peut faire de Peter quelqu'un d'antipathique. C'est le cas dans diverses adaptations, quand il est question de ses choix amoureux. Mais généralement, il y a toujours un retour de bâton. Faire de Peter quelqu'un de prétentieux parce qu'il se croit le plus intelligent, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faudrait vraiment que Peter soit le plus intelligent de son entourage, et surtout qu'on ne soit pas dans un univers où tout le monde et son cousin est un scientifique. Bon, parlons sérieusement.
Est-ce que c'est comme ça que les gens qui sont pas comme ça voient les intellos? Comme des gens précieux, obtus, pédants et autosatisfaits? Le mot super ne commence pas par un H, Parker. Eh, je suis un petit génie en sciences, pas en orthographe. Et question subsidiaire, est-ce que les auteurs considèrent ça comme quelque chose de positif? Je demande ça parce que non seulement ce n'est jamais présenté comme un défaut, mais en plus c'est soutenu par une vision très naïve de l'intelligence. On nous dit au début de la série que pour entrer à l'école Horizon, il faut un niveau intellectuel particulièrement élevé. Outre que c'est une façon obtuse et dénigrante de parler des compétences requises pour intégrer cette école, c'est de la rhétorique de gamin d'école primaire. C'est en CM1 qu'on dit que quelqu'un qui a des bonnes notes à l'école, il est intelligent. Chez les adultes, on a plutôt tendance à croire que quand quelqu'un manifeste une large culture sur plusieurs sujets, c'est signe qu'il est intelligent. D'une manière générale, il y a une confusion entre la quantité de connaissances détenues par une personne et son intelligence, c'est-à-dire sa capacité à analyser et mobiliser les dites connaissances. Les auteurs de cette série ne sont pas les seuls à faire cette confusion. D'autant plus que pour accumuler un grand nombre de connaissances, il faut avoir une curiosité et une mémoire qui vont de pair avec la capacité à analyser et mobiliser le savoir. Mais cette série présente ça avec une naïveté qui a du mal à passer. Et puis vous savez, ce n'est pas impossible de mettre en avant le côté petit génie des personnages de Spider-Man dans une adaptation. La série Spider-Man de 94 et Spectacular Spider-Man réussissent très bien à faire de Peter un petit génie et à mettre la science au cœur de son univers avec subtilité. Sans avoir besoin de tout le temps souligner que la science est au centre de tout, en ramenant ça à des clichés qu'on se fait des intellos. Comme l'a dit Chucky et comme tu l'as dit toi-même, ce côté antipathique n'est pas volontaire, et les auteurs ont même l'air de considérer cette attitude arrogante et autosatisfaite des super génies de cette série comme étant une bonne chose. C'est particulièrement flagrant avec le personnage de Max Model, le directeur de l'école Horizon. Disons-le tout net et en peu de mots, ce type est un gros con. Il fait d'assez lourdes erreurs de jugement, il est intransigeant quand il faudrait être flexible et laxiste quand il faudrait être ferme, il fait un peu ce qui lui plaît sans rendre de compte à personne. J'ai attendu toute la série qu'on nous révèle que c'est secrètement un super vilain, mais... non. Même s'il se passe des choses donnant à penser que la série va prendre cette direction, et même si la série ne se termine pas hyper bien pour lui, les personnages principaux comme la mise en scène le soutiennent à fond, lui pardonnent ses erreurs sans chichi, et semblent le considérer comme le gentil parmi les gentils. Donc ouais, être une caricature de scientifique arrogant qui croit qu'il a toujours raison mais dissimule ça derrière une attitude un peu babacool, les auteurs trouvent que c'est bien. Bon, pour revenir sur le fond, même pour une série de super-héros, ce n'est pas crédible qu'autant de gamins de 16 ans, même qu'autant de gens tout court, soient capables de prouesses miraculeuses comme ça sans être des super-héros. On se dit qu'avec des lycéens comme ça, c'est un monde qui n'a pas vraiment besoin de super-héros. Tu m'étonnes après que les gens en ont marre des adaptations de Spider-Man qui se déroulent durant ces années lycée. Bah, c'est surtout que, du coup, comme tout le monde est surdoué et va clairement devenir un super-héros, un super-vilain ou un assistant de super-héros ou de super-vilain, il n'y a pas de vrai figurant effrayé que le héros va devoir sauver. C'est pourtant assez utile dans une série de super-héros. Pour être juste, c'est surtout un truc de la saison 1 ça, le côté ultra pédant des personnages scientifiques et d'exagérer sur le fait que tout le monde est surdoué. Même je dirais de la première moitié de la saison 1 comme j'ai dit. Après ça se calme, mais ça c'est aussi parce que la série ne savait visiblement pas trop où elle allait. Ça on y reviendra. Toute l'intrigue, jusqu'à la fin de la dernière saison, a lieu à Horizon, et bourré de super science quand même. Oui, pardon. C'est surtout l'attitude des personnages qui change. À tel point que lorsque la série a introduit Amadeus Cho, un prétentieux notoire, on a ce dialogue. En mettant en pratique la théorie du chaos, j'ai réussi à nous conduire sur une piste. C'est le langage des stagiaires Avengers pour dire oups. Venant de Peter, c'est assez gonflé. Sphénopalatine ganglionuralgia. Ce ne sera pas la première fois que Peter sera hypocrite dans cette série. J'adore comment Peter blâme Harry pour se servir de leur invention comme une arme dans un épisode de la saison 1, alors que dans la saison 3, lorsque Peter obtient un des costumes de Spider-Man les plus moches qui existent dans une adaptation de Spider-Man, c'est pas le propos, il s'en sert pour changer ses mains en lames. Tiens, regardez, j'ai des lames à la place des lames, je suis Spider-Man. Un autre élément de l'identité de Spider-Man que les films de Sam Raimi ont un peu fait oublier à la faveur de la tournure très sombre qu'ont pris les comics Spider-Man après la mort de Gwen Stacy, c'est l'humour. À cause de ses super réflexes, Spider-Man pense plus vite que la moyenne et trompe l'ennui en se faisant beaucoup la narration et en faisant beaucoup de blagues. Marvel Spider-Man reprend les deux. Mais alors déjà, pour les blagues, c'est embêtant parce qu'elles sont généralement pas drôles. Bah disons qu'on a du mal à trouver Peter drôle, sachant qu'il est aussi prétentieux le reste du temps. Au final, les répliques des méchants sont plus drôles que celles de Spidey. Et pour la narration, le problème... Quand je pense qu'Octopus m'a obligé à intégrer l'équipe des Sinister Six, alors que Tante May n'a jamais pu me faire adhérer à un club de lecture, eh ouais, c'est ce qui s'appelle le contrôle cérébral. J'ai eu de la chance que Hobgoblin soit venu me tirer d'affaire, pas vrai?
Je ne peux jamais placer un mot vu que tu n'arrêtes pas de bavarder. C'est qu'il fait vraiment la narration, c'est pas dans sa tête, les gens l'entendent. Si encore c'était un gag, de temps en temps, je veux bien. Mais les personnages lui font sans cesse la remarque qu'il est en train de parler tout seul. Au bout d'un moment, au lieu de trouver ça drôle, on a envie d'entrer dans l'écran pour lui hurler d'arrêter. Spider-Man, will you stop narrating, please? Je sais que le Spider-Man de Ultimate Spider-Man est plus impopulaire auprès des fans pour cette manie de se prendre pour Deadpool à couper l'action en brisant le 4e mur pour parler aux téléspectateurs. Mais c'est quand même moins énervant et plus drôle que ce Spider-Man qui raconte sa vie tout le temps à voix haute. Sans compter qu'il donne fréquemment des informations confidentielles en narration à voix haute, ou bien des choses qui dénoncent son identité secrète. Ah, car oui, par contre, même si ce n'est plus du tout à la mode dans le genre super-héroïque, l'identité secrète de Spider-Man est bien secrète dans cette série. Le sujet de l'identité secrète dans cette série est compliqué. À part Peter, il y a 3 autres Spider-Personnes qui développent des Spider-pouvoirs. Oui, ils le disent comme ça. Au cours de la série. Gwen Stacy qui devient d'abord Spider-Gwen. Oui. Puis Ghost Spider, Anya Corazon qui devient Spider-Girl, et Miles Morales qui devient... Miles. Il a pas de nom de super-héros. Il s'appelle pas. Comme le sidekick de Zorro dans la série Filmation. Moi, je l'aurais fait appeler Ultimate Spider-Man, ça aurait été parfaitement. Ouais, mais après, le premier Spider-Man paraît naze en comparaison si l'autre s'appelle Ultimate Spider-Man. Ça marcherait mieux dans un contexte où Miles est le nouveau Spider-Man, dans un monde où Peter a déjà été Spider-Man pendant au moins une dizaine d'années, et l'original deviendrait classique Spider-Man. Je l'aurais accepté pour la série de jeux PS4 par exemple, mais les deux se font appeler Spider-Man. Notez tout de même qu'on lui a donné des noms à part dans d'autres séries Spider-Man produites par Disney, Kid Arachnid dans Ultimate Spider-Man et Spin dans Spidey et ses amis exceptionnels. Mais ici, tout le monde l'appelle Miles. Tout le monde sait qui il est, il fait genre zéro effort pour cacher qu'il est Miles Morales. Tout le monde, sauf son père, qui devient un super vilain pour le vaincre sans savoir que c'est lui, et à qui personne, même ses collègues super vilains, n'a dit que c'était son fils. Ainsi, ce qui devrait être une révélation dramatique pour lui, et un moment très touchant, devient juste un rebondissement absurde. Mais bon, en même temps, faire du père de Miles l'essaim, faut le voir pour le croire. C'est quoi la suite? Oncle Ben en kangourou? Tante May en héros de Galactus? Le problème de Gwen Stacy elle-même. Elle commence sa carrière de super-héroïne sans masque en se faisant appeler Spider-Gwen. Ce qui est complètement débile quand on le fait passer pour son vrai nom de super-héroïne. C'est comme si Spider-Man s'appelait Spider-Peter. Hein, Miles aurait pu s'appeler Spider-Miles. Heureusement que la VF de Spider-Man Into the Spider-Verse n'a pas conservé ce nom pour Gwen. Tout le monde sait qui elle est, c'est une célébrité. D'ailleurs, quand elle revient des mois plus tard avec le même costume et un masque, Peter l'appelle Spider-Gwen. Mais non, à ce stade, elle insiste que c'est Ghost Spider et que son identité est désormais secrète. Comment dire ? Ouais, enfin tu dis que tout le monde sait qui elle est, sauf son oncle. Car dans la saison 3, il est quand même surpris de voir que Ghost Spider c'est sa nièce. Ok, à partir de la saison 2, Gwen vante moins le fait qu'elle soit une super-héroïne que durant la saison 1, mais bon, les costumes sont les mêmes, la seule différence c'est que Ghost Spider porte un masque. Il faudrait que Gwen ait fait un pacte avec Mephisto hors champ pour croire que personne ne la reconnaisse. Si c'était le seul problème avec ces 3 Speeders, la série a voulu simultanément raconter les débuts de Spider-Man comme héros solitaire qui galère et inclure Spider-Gwen et Miles Morales. N'ayant pas su gérer ce paradoxe, elle a simplement rendu les autres Speeders abyssalement inutiles. Mention spéciale à Miles, qui est souvent absent sans raison à des moments où Peter aurait vraiment besoin de lui, parfois pendant des arcs entiers, et qui, même quand il est dans l'épisode, donne l'impression d'avoir vraiment la flemme d'aller aider son pote. En même temps, je te rappelle que quand il acquiert ses pouvoirs, sa première réaction est celle-là. J'ai pas été mordu par un agent de police, j'ai été mordu par une araignée super géniale. Affligeant. Ça, c'est une conséquence du côté exagérément enfantin et superficiel de la série. Le credo iconique de Spider-Man est, en cœur, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bah, la série répète ad nauseam les termes de cette maxime comme s'ils étaient magiques en eux-mêmes. Son oncle lui a écrit sous forme d'équation sur son cartable. Parce que bien sûr qu'il fallait que ça devienne une équation. On est dans Marvel Spider-Man. Il proteste comme quoi c'est pas une vraie équation. Ce n'est pas une vraie formule, tu viens juste de l'inventer. Parce que bien sûr qu'il fallait qu'il le prenne au premier degré. Hein, t'as cru quoi? On est dans Marvel Spider-Man. Mais surtout, Peter n'arrête pas de le déformer en disant que pour être un super-héros, il faut des pouvoirs et des responsabilités. Comme s'il avait pris ce qu'a cherché à lui dire son oncle totalement littéralement. C'est pas une héroïne, Harry.
Les héros ont des pouvoirs et des responsabilités. Screwball n'a rien de tout ça. C'est débile, on dirait ce gag dans Chasseur de Dragons avec le trésor et la sagesse. Oui, elle devait sûrement vouloir parler d'un trésor de sagesse. Mais c'est bien sûr un trésor de sagesse. Oh là là, j'avais rien compris. Oh. Pour revenir à l'histoire de Miles Morales qui ne sert à rien, faut dire aussi que la série ne savait pas du tout où elle allait, comme j'ai déjà dit. Le coup de Spider-Gwen qui gagne des pouvoirs, les perd et les regagne ensuite est assez typique de ça. C'est valable aussi pour les super vilains. Au début, ils veulent partir sur quelques vilains super scientifiques, et il y a tout un tas de méchants classiques de Spider-Man qu'ils se gardent pour plus tard, ou qu'ils n'introduisent pas du tout. Pour certains comme Octopus, c'est pour faire monter la sauce lentement, mais il y en a certains pour lesquels c'est juste du gros gâchis. Ils introduisent le personnage qui doit devenir le Shocker pour rien en faire. C'est déjà énervant. Mais il y a pire! Il y a un Sinister Six dans cette série, composé de Octopus, Vautour, Rhino, Alistair Smythe en anti-araignée, bon, tout va bien. Le 6e membre est Spider-Man parce que Octopus peut le contrôler mentalement, parce que pourquoi pas. Mais qui est donc le 5e membre? Alors si ce n'est pas Shocker, ça pourrait être Raven, l'homme sable ou plutôt sa fille. Pourquoi pas Hammerhead, Mysterio, le Scarabée ou Electro qui apparaissent aussi dans la série? Eh ben non, c'est Steel Spider. Steel Spider, tout va bien. Non mais quitte à mettre un méchant fond de tiroir dans les Sinister Six, vous auriez pu mettre Big Wheel. Au moins dans sa nullité, il est tellement insolite que tout le monde l'adore. On ne peut pas tomber plus bas, vous me dites? Mais laissez-moi vous mentionner l'existence de cet arc, tellement mauvais que ça en devient impardonnable, où un méchant mystérieux recrute une foultitude de méchants fonds de tiroir qui sont expédiés très rapidement et n'interviennent que pour servir de chair à canon. Alors là, c'est le festival. Overdrive, Slide, Spot, Hippo, Pandamania. Merde, Pandamania! Même Sony n'en voudrait pas pour un film solo. Alors, je vous explique quelque chose. Si vous faites une adaptation de Spider-Man et que vous utilisez un méchant fond de tiroir, soit vous assumez sa nullité et vous en faites un gag, soit vous en faites juste un méchant caméo qui sert à montrer le quotidien de Spider-Man, soit vous essayez de le revaloriser. Je veux dire, l'épisode du Spider-Man de 94 sur Big Wheel était plutôt bien, et je ne doute pas des capacités des scénaristes de la suite Into the Spider-Verse pour bien exploiter Spot. Mais là, on a l'impression qu'ils sont juste ici pour faire push-trou. Le seul que cette série réussit à presque rendre bien, c'est Overdrive. Après tout, il réussit à battre Spider-Man et à le laisser pour mort. Mais d'une part, il n'est qu'une péripétie d'un demi-épisode, l'autre moitié, on l'a passé avec Hippo et putain de Pandamania. Et d'autre part, pour le vaincre, Peter utilise une moto avec une nanotechnologie qui ne servira plus jamais, réduisant l'impact de cet épisode. Et si je ne vous ai pas encore convaincu que c'était le pire arc de la série, il y a Mysterio dedans. Et même lui est traité comme un méchant fond de tiroir pour cet arc. C'est même encore pire, d'autres méchants fonds de tiroir ont plus d'importance que lui par la suite, vu qu'il ne sera plus jamais mentionné après son épisode. Même Spider-Man Far From Home, qui est le pire film sur l'univers Spider-Man, traite mieux Mysterio. Quand on pense qu'à côté de ça, ils donnent plus d'égards à Screwball, et qu'ils font plusieurs épisodes sur la chatte noire avec son super pouvoir de la malchance, dans une série qui ne jure que par la science! Bah justement, la superstition c'est l'ennemi de la science, donc la chatte noire est l'ennemi de Spider-Man. Mets-toi dans la logique de cette série. On n'en parlera pas. Surtout pas de Screwball qui est la vedette du pire épisode de la saison 1. Je reste sur le fait que la série a beaucoup souffert de ne pas vouloir mettre des éléments trop connus de Spider-Man, comme Norman Osborn en tant que Bouffon Vert, ou Eddie Brock en tant que Venom, ou la mauvaise réputation de Spidey à cause des articles de Jonah Jameson dans le Daily Bugle, pour finalement se rendre compte qu'en fait ce serait mieux de les mettre et faire un virage à 180 degrés à chaque saison. Dans un premier temps, on nous tease que Flash Thompson va peut-être devenir Venom, mais finalement non, c'est Eddie Brock parce qu'on introduit Jameson et le petit boulot de Peter en tant que photographe rival de Brock. Donc Eddie devient Venom et est jeté en prison avec son symbiote qu'on ne peut pas lui enlever parce qu'il partage le même sentiment de haine qu'Eddie contre Peter, qui est son premier hôte. Mais finalement, le symbiote se détache sans problème et sans commentaire quand le scénario en a besoin pour autre chose. Et en fin de compte, il n'a même pas besoin d'avoir un hôte. C'est n'importe quoi! Et c'est énervant car durant les premiers épisodes, la saison 2 me donnait un peu espoir que la série allait s'améliorer, un peu comme Ultimate Spider-Man qui devenait une meilleure série à chaque nouvelle saison. Et j'aimais bien ce contexte où Peter devait réunir de l'argent pour payer ses études à Horizon. Ça ajoutait de la tension, ça me rappelait plein d'adaptations qui exploitent ses difficultés, mais les scénaristes ont du mal à avoir une bonne cohésion dans leur écriture, puisqu'au final, après l'arc sur le Daily Bugle, le sujet n'est plus trop évoqué jusqu'à un instant T où Peter quitte Horizon
Horizon, et même quand il essaie de réintégrer Horizon, on ne parle pas des problèmes d'argent à côté. Ces changements de direction ne sont pas nécessairement un vrai problème en tant que tel. C'est fréquent dans les séries que les nouvelles saisons apportent de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux et un nouveau statu quo. Mais là c'est vraiment trop flagrant qu'ils regrettaient leur choix précédent et ne savaient pas comment s'en sortir pour rattraper le coup. Jameson arrive comme un cheveu sur la soupe dans la saison 2 alors qu'auparavant, même la police tolérait très bien Spider-Man. Mais ça va encore. Gwen Stacy qui devient Spider-Gwen puis Ghost Spider, allez, ça implique juste de passer outre le fait que c'est absurde qu'elle puisse espérer sérieusement que son identité soit secrète. Ce qui pose le plus de problèmes à mes yeux, c'est Norman Osborn en tant que grand méchant. Ils ne veulent pas que Norman Osborn devienne le bouffon vert. Cette décision n'est pas forcément mauvaise, mais compte tenu de ce qu'ils ont voulu faire ensuite avec les bouffons et avec Norman, ils auront du mal pendant toute la série à la rattraper. Dans la saison 1, sa vilainie se traduit par ses magouilles, pour court-circuiter les plans diaboliques du Chacal, ce qui implique d'éliminer Spider-Man, pour créer sa propre école de surdoués, et pour faire en sorte que son fils Harry devienne le super bouffon. Il dit Hobgoblin dans la VF. Au passage, j'aime bien le costume du super bouffon, qui ressemble à un croquis de comment aurait pu être le super bouffon dans les films de Sam Raimi. Et pour parler de Harry en lui-même, la relation entre Peter et Harry est vraiment engageante. On a Peter qui est Spider-Man et manque de bol, son meilleur ami déteste Spider-Man, car il croit que c'est une menace parce qu'il s'en prend à la société de son père, qu'il considère comme la personne la plus honnête du monde. On a donc d'un côté Harry qui se confie à Peter tout en crachant sur Spider-Man à chaque fois qu'il le voit, et de l'autre on sent que ça complexe Peter. Bon, j'ai l'air de dire ça comme si c'était incroyable. Non, ce n'est pas un contexte original pour une adaptation de Spider-Man, mais dans cette interprétation, je trouve les interactions entre deux vraiment bien écrites, que ce soit avec ou sans le masque de Spider-Man. C'est l'élément de scénario qui m'a motivé pour suivre la série durant la saison 1. Dommage qu'à partir de la saison 2, cette relation se dégrade, et de façon pas très crédible, avec Peter qui ne fait plus confiance à Harry parce qu'il lui a caché ce qu'il faisait vraiment pendant la saison 2. Je veux dire, c'est effectivement bizarre. Mais après tout ce qu'ils ont vécu, je suis étonné que Peter doute de son meilleur ami à ce point. Entre ça et la perte de mémoire de Harry dans Spider-Man 3, je ne sais pas quel est le pire. Dans cet arc initial impliquant Harry, il y a du bon et du mauvais. Bon point, l'amitié entre Harry et Peter fonctionne plutôt bien au début de la série. Mauvais point, Harry est censé être un surdoué, admis à Horizon avant Peter lui-même, puis exclu à cause d'un coup monté orchestré par son père, mais il ne comprend pas le charabia pompeux de Peter, sous-entendant que c'est pas un vrai surdoué, vu que tous les surdoués savent parler comme ça. Bon point, la manipulation exercée par Norman sur son fils est plutôt convaincante au départ, et leur relation est mise en scène avec un certain sens de la nuance. Mauvais point, bon par contre, quand il devient nécessaire qu'Harry et Peter soient en conflit autour de la question de Spider-Man, Harry se met à être d'une mauvaise foi invraisemblable même pour du Marvel. Bon point, on tombe pas dans le cliché de faire d'Harry un super vilain. Il devient un super-héros avec son équipement de super bouffon. Mais mauvais point, pendant une grosse partie de la saison 1, on voit Harry en train de développer son équipement de bouffon vert, même avant d'être viré d'Horizon, puisque Peter y trouve ses prototypes au début de la série. Et on n'a absolument aucune idée de pourquoi, alors que tout le monde autour de lui conçoit des inventions aussi extraordinaires que bénignes, lui il fabrique juste des armes. Il y a quelque chose que je trouve absurde dans l'enchaînement de ces événements, et la cause est simple, c'est parce que ça a été pensé avec la référence Norman Osborn et le bouffon vert en tête. Privé de cette référence, l'intrigue paraît sortir le motif du Goblin du chapeau. Bah en tout cas, ils veulent adapter des arcs de comics dont Norman Osborn est le grand méchant en tant que bouffon vert, donc ils sont obligés de le ressusciter 2 fois pour qu'il puisse être le grand méchant. Et quand ils ne font pas ça, ils sortent un twist bizarre de nulle part pour retomber sur leurs pieds. Le twist en question avait été un peu amené avant, mais on touche du doigt un élément de cette série dont il faut parler. Elle essaie de temps en temps d'adapter des éléments de storyline de comics récents, tels que Spider Island, Superior Spider-Man, Goblin Nation ou le Red Goblin. Des arcs que nous ne connaissons pas tellement, donc sur lesquels nous ne pourrons pas vraiment nous exprimer en détail, mais comme vous le voyez, plusieurs impliquent d'utiliser Norman Osborn dans un rôle de bouffon vert. Vous ne connaissez pas ces arcs ? Pourtant, vous êtes plein de Superior Spider-Man dans votre vidéo d'il y a 10 ans sur la série de 94. Ah, Superior Spider-Man. Parlons-en de Superior Spider-Man. Bon, ok, non, n'en parlons pas puisque je l'ai pas lu et qu'on ne doit parler que de ce qu'on a lu. Désolé, les malheurs de Sophie ont épuisé ma patience concernant les lectures que je suis prête à faire pour céder à elle. Mais en toute sincérité, la première fois que j'ai entendu parler du concept de Superior Spider-Man, je n'y ai pas cru tellement ce concept me semblait foireux. Et après avoir vu l'adaptation en épisode, je n'ai pas changé d'avis. Ok, je ne m'avancerai pas sur ce qui est raté à cause de l'idée de base et ce qui est raté à cause de la mise en scène, mais franchement, cette série d'épisodes m'a fait me sentir mal. Tu penses vraiment t'en sortir comme ça ? Même sans avoir lu Superior Spider-Man, on savait qu'on ne voulait pas de ce concept, car il était inacceptable en soi. Et il va bien falloir qu'on dise pourquoi. Ok, mais pas avant d'avoir expliqué un peu plus en détail de quoi on parle, il y a peut-être 2-3 vénards dans le fond qui sont pas au courant.
Donc, dans la série animée, à un moment, le Docteur Octopus, qui, suite à une série de péripéties, s'est retrouvé dans le coma avec son esprit enfermé dans un super ordinateur, réussit à piéger Spider-Man et à se télécharger dans le corps de celui-ci. On nous montre tout de suite que l'esprit de Peter survit dans le super ordinateur, où il se retrouve à la place d'Octopus. Vous allez me dire, encore heureux, parce que ce serait vraiment de mauvais goût de nous faire croire que Peter Parker meurt comme ça, et que Octopus va définitivement occuper son corps. Qui serait assez tordu pour nous vendre une histoire pareille? Bah, les créateurs de comics sont assez tordus pour vous vendre une histoire pareille. Si. Dans le comic, Octopus, mourant, échange de corps avec Peter. Donc en théorie, Peter meurt dans le corps d'Octopus, tandis qu'Octopus survit dans celui de Peter. Le fait que l'esprit de Peter a survécu est révélé un peu plus tard. Nous ne savons pas exactement combien de temps plus tard. Et au fond, on s'en fout. Comme je viens de dire, nous n'avons pas lu l'arc en question. Mais ça a suffisamment duré pour qu'il ait été crédible pour le public qu'Octopus, dans le corps de Peter Parker, allait définitivement devenir le personnage principal de la série Spider-Man. Vous n'y croyez pas? On n'en revenait pas non plus. À l'époque, TV Tropes prenait le changement d'identité de Spider-Man pour argent comptant. On lisait sur la page de Spider-Man alias Otto Octavius. Et le suspense a quand même duré assez longtemps. Il a fallu des mois pour que les échos qu'on avait passent de « Le nouveau Spider-Man, c'est Octopus » à « Le nouveau Spider-Man, c'est Octopus, influencé à son insu par le fantôme de Jedi de Peter Parker » à « Le nouveau Spider-Man, c'est Octopus, communiquant avec le fantôme de Peter Parker » pour finalement arriver enfin à « Bon ok, Peter Parker va ressusciter, tout ça pour ça ». J'espère bien qu'il finit par ressusciter. Qui a pensé qu'on aurait envie d'entendre une histoire pareille? Et surtout, qui a pensé qu'on aurait envie de la voir adaptée dans la série animée? L'idée de base de cette intrigue, c'est qu'une fois dans le corps de Spider-Man, Octopus accède aux souvenirs de Peter Parker. Et comme la vie de Peter Parker ferait de n'importe qui un super-héros, Octopus décide de devenir un héros, mais pas un os comme Peter Parker, hein. Lui, il sera un supérieur Spider-Man. Tu l'as dit, c'est foireux en tant que concept. Alors, question à 10 000 €, que donne un concept foireux quand on l'adapte dans une série foireuse? Excellente question, qu'est-ce que ça donne? C'est... J'ai même pas envie de dire que c'est naze. Le mot n'est pas assez fort. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Peter Parker a beau être pédant, c'est rien à côté de ce qu'est Octopus. Autant dire que l'attitude d'Octopus a vite fait bousiller la vie de Peter Parker de manière irréparable. Il le brouille avec ses amis, le fait virer de son école et devient effectivement le pire Spider-Man de tous les temps. Il y a un truc qu'il ne faut pas retirer à la recette Spider-Man pour qu'elle fonctionne. Spider-Man doit être un personnage sympathique. Otto Octavius, dans d'autres adaptations, il peut apitoyer par son côté tragique. Mais dans celle-ci, il n'a jamais été un personnage sympathique. Et quand bien même il l'aurait été, il cesserait de l'être à partir du moment où il crache sur tous les accomplissements de notre héros pour s'auto-proclamer Superior Spider-Man. Le souci avec l'idée derrière Superior Spider-Man pourrait être appliqué à d'autres storylines comme celle du Captain America nazi de Secret Empire, ou le remplacement de Batman par Azrael, ou la mort de Superman, ou des trucs comme ça. Avec quelque chose de ce genre, il n'y a que deux possibilités. Ou bien le spectateur est censé savoir que ça va pas durer et que Peter finira par revenir aux manettes, ou bien le spectateur est réellement censé croire que ça va vraiment être le nouveau statu quo pour Spider-Man. Les deux posent problème. Les deux ont en commun d'être dégoulinants d'un cynisme crasse et d'une volonté de choquer pour choquer, mais chaque option a son vice. Si on n'est pas censé croire qu'Octopus restera Spider-Man, alors c'est une digression sans intérêt, car les dégâts faits par Superior Spider-Man seront tout ce qui restera de lui à la fin. Car si Octopus apporte des éléments positifs à Peter, ça fait d'autant plus passer Peter pour un minable. Ce type est tellement nul que c'est mieux qu'il meure provisoirement pour qu'un super vilain fasse ce qu'il est trop incompétent pour faire. Je rappelle également qu'une des raisons pour lesquelles Marvel avait des réticences à proclamer que Ben Reilly était le vrai Spider-Man lors de la saga du clone était la perspective que les années passées avec le faux soient perçues par le lectorat comme une perte de temps. Surtout, ça retire toute possibilité de suspension consentie d'incrédulité. À titre de comparaison, bien sûr que lors de la mort de Superman, il paraissait évident que Superman allait revenir. Mais ces 4 remplaçants étaient quand même suffisamment convaincants pour qu'on puisse au moins faire semblant de croire que Superman allait rester mort. Or si on est censé croire qu'Octopus va vraiment rester Spider-Man, alors ça veut dire qu'on nous demande de trouver que c'est un rebondissement convenable. Ça l'est pas. On parle du Docteur Octopus, pas de Magneto ou de Venom ou de Fatalis. On parle d'un super vilain de base, qui a certes connu des moments de gloire, mais qu'on n'a simplement pas envie de voir présenté positivement, peu importe comment c'est fait. Le personnage est pas fait pour ça. Ou alors c'est juste qu'on aime pas les super-héros et qu'on meurt d'envie de les voir remis à leur place par des super vilains. Ça c'est possible. Pas mal de films récents me donnent à penser que les gens n'aiment plus les histoires de super-héros. Certes, mais il me semblait pas que c'était à ce type de public que les comics mainstream s'adressaient. De toute façon, ce n'est en fait qu'une toute petite partie du mal qu'il y a à dire du concept de Superior Spider-Man.
On nous a rapporté que cet arc a de bonnes critiques parce qu'il serait bien écrit. Mais je regrette. Savoir si c'est bien écrit n'est pas la question et ne saurait l'être. Dire que c'est bien écrit, ça suppose d'avoir accepté l'idée conceptuellement. Ou au moins de passer outre le fait que c'est de base une mauvaise idée. Bah moi, je passe pas outre. Je ne suis pas un immense spécialiste de Spider-Man, mais j'ai lu pas mal, pour ne pas dire la quasi-intégralité, de ce qui s'est fait dans les années 60-70 et me suis tenu au courant des grands événements jalonnant la carrière du tisseur dans les décennies d'après. Et c'est déjà pas évident de trouver crédible un personnage qui a 50 ans d'aventure dans les pattes mais a toujours moins de 30 ans. Tout le monde se moquait de ça pour Sacha dans Pokémon, mais les héros de comics sont largement pires. Il faut au moins essayer de limiter les dégâts en restreignant l'éventail de possibilités pour le statu quo à ce qui est permis par la base conceptuelle du personnage. Je sais bien que d'autres, comme les X-Men ou les 4 Fantastiques, ont fait largement pire, mais un truc comme Superior Spider-Man, ça se pose là en termes de rupture avec le concept de base. Vous allez sûrement me dire que si je pense comme ça, les comics c'est clairement pas pour moi, mais quand même, ces super-héros de comics, c'est des personnages qui à la base sont tout en concept, et en plus d'un demi-siècle de publication, le cœur du concept se perd avec le temps si on essaie trop de se renouveler et de partir dans des directions originales. C'est plus un appauvrissement qu'un enrichissement. Tu as parlé, Lionel, de l'épisode 0, qu'on n'a même pas pris la peine de mettre de façon propre dans le listing. Ce n'est pas anodin. Même dedans, l'oncle Ben et la tante May ne sont introduits que pour la mort de l'oncle Ben. Tout ça parce qu'on veut complètement se focaliser sur le fait que dans cette série, Peter sera dans une école pour surdoués. C'est absurde. On a besoin de compatir pour l'oncle Ben et la tante May pour comprendre le concept de Spider-Man. Bon, je me dis que c'est peut-être parce qu'ils voulaient mettre l'emphase sur l'action pour plaire aux enfants. On passe pas beaucoup de temps sur l'origin story des super vilains non plus. Ils arrivent 13 à la douzaine dans les premiers épisodes sans introduction. En tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas réussi à rendre la tante May attachante. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le moment où elle devient badass dans la saison 3 pour lutter contre l'invasion des symbiotes. Mais même ça, c'est pas très convaincant. Sa patassitude sort de nulle part. Mais bon, de toute façon, le double épisode sur l'invasion des symbiotes, bien qu'un des meilleurs épisodes de la saison 3, n'est pas très réussi en termes de mise en scène. C'est le genre de situation où on devrait nous faire croire que tout pourrait mal finir, mais comme on n'a pas réussi à s'attacher au personnage, on s'en fout un peu. Même la bataille finale de la série des légendaires apporte plus de tension, c'est pour vous dire. Les ambitions de la série sont assez ambiguës. Comme on a dit, elle est très enfantine, mais d'un autre côté, elle essaye de rendre un peu justice à l'univers de Spider-Man en mettant en scène des drames humains touchants. Par exemple, en accord avec leur volonté d'adapter Superior Spider-Man, il y a une tentative de faire d'Octopus un personnage ambivalent. Dans la série de 94, comme dans Spectacular Spider-Man, ça se limite à une qualité rédemptrice dans un flashback et à une scène touchante respectivement, après quoi Doc Ock devient un méchant très méchant. Dans Marvel Spider-Man, sur le papier, c'est pas ça. Il est complexé par sa petite taille et son allure juvénile. En tant que prof à Horizon au début de la série, Peter le prend pour un élève. Il finit par gagner des super pouvoirs avec l'accident qui lui fixe ses bras mécaniques dans le dos. Il devient un super-héros dans un premier temps, mais passe du côté obscur, vole le corps de Peter, se trouve une love interest qui sait voir le bon en lui même en tant qu'Otto Octavius, fait le point sur les éléments de son passé qui l'ont rendu méchant, redevient gentil et meurt en héros. On reconnaît là-dedans tous les ingrédients qui font une histoire de Spider-Man. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, par il devient un super-héros dans un premier temps mais passe du côté obscur, entendez qu'il n'arrive pas trop à comprendre le concept d'être gentil, donc il finit par devenir méchant parce que c'est un mode de fonctionnement qu'il comprend mieux. Oui, cette série est enfantine. Par il se trouve une love interest qui sait voir le bon en lui, entendez qu'il se fait en lui-même la réflexion que c'est étrange que son rythme cardiaque accélère chaque fois qu'il la croise. Parce que oui, cette série est enfantine, me dites pas que vous aviez oublié. Bon, rien à redire sur sa mort, à part qu'elle serait un peu plus percutante si le reste de sa vie n'avait pas été traité aussi naïvement. La série sait tellement pas où elle va qu'elle fait des zigzags invraisemblables. Certes, Otto commence comme super-héros, mais comme Chucky vient de le dire, c'est clairement vraiment pas son truc et au final, il est déjà méchant même avant d'avoir commencé à être un super-vilain. Et même pas méchant au sens où il aurait une morale un peu trouble façon Punisher, non, au sens où c'est Cartman. Il passe son temps à se vanter ou à se plaindre ou à insulter Spider-Man et Miles ou les trois. Ouais, en fait, il est méchant de la même façon que les autres sont intelligents, en faisant des caisses façon on disait que dans la cour de récré en CE2. Sans compter que tout va vraiment super vite. Non sérieux, on veut nous faire croire qu'un an s'écoule durant la saison 2, mais les choses s'enchaînent tellement à la suite que j'ai l'impression que ce sont plutôt 2 mois qui se sont écoulés. Ou plutôt, on alterne des séquences d'épisodes où il ne se passe rien avec Octopus, et on condense tout ce qui le concerne sur un temps très court, surtout pour son arc initial de la saison 1. L'élément le mieux réussi de l'intrigue d'Octopus dans l'ensemble, c'est le personnage de sa copine, Anna Maria. Certes, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe pendant l'arc Superior Spider-Man, mais au moins ses motivations sont crédibles, et ce qui arrive à Otto est touchant quand c'est vu à travers ses yeux. Du coup, j'aurais bien aimé qu'elle ne disparaisse pas totalement à la fin de la saison 2, qu'elle apparaisse au moins dans la dernière scène de la série avec tout le monde quoi.
Flash Thompson aussi subit ce sort. Pourtant, dans une saison qu'on a intitulée Maximum Venom, on aurait pu s'attendre à un caméo de sa part. On aurait aussi pu s'attendre à un vrai retour du personnage d'Eddie Brock dans le scénario d'ailleurs. Mais on dirait que les scénaristes n'ont pas trop compris le concept de symbiote. On voit trop souvent Venom se balader sans hôte. Passons. Lourder Anna Maria et Flash, c'est typique du fait que cette série change d'avis comme de chemise sur la direction qu'elle veut prendre. A contrario, dans la saison 3, on nous sort Mary Jane du chapeau, alors qu'on ne l'avait teasé que dans une seule et unique scène de la saison 1, après quoi la série l'avait négligé au profit des petits génies d'Horizon. C'est pire. Dans la saison 1, Peter sous-entend qu'il connaît déjà Mary Jane, alors que dans la saison 3, il réagit comme s'il la rencontrait pour la première fois. Il faut dire que cette série n'est pas très portée sur les intrigues romantiques. C'est presque choquant pour du Spider-Man. Ah, ça pour sûr. On dirait que l'idée de départ était de mettre Peter et Gwen en couple. On voyait des moments de rapprochement entre eux qui donnaient l'impression qu'au moins l'un d'eux avait un crush pour l'autre. Mais ce n'est plus sous-entendu après la saison 1. C'est abandonné comme ça, je sais pas. Cette série est tellement nulle que cette romance a dû se jeter dans le même trou scénaristique que la romance entre Virgil et Daisy dans Static Shock. Tout ça pour revenir à un couple Peter-MJ dans la saison 3, pendant que Gwen est courtisée par Kratis Kraps, un des rares personnages un peu attachants de cette série, donc il est trop bien pour elle. Même commentaire pour MJ. C'est un des rares personnages attachants de cette série, elle est trop bien pour Peter. Et c'est pareil pour Anna avec Octopus. Mais ils ont peut-être négligé les intrigues romantiques parce que les personnages sont des scientifiques. L'amour, c'est pas scientifique. Bah oui, mettez-vous dans la logique de cette série. Blague à part, il y a des chances que ce soit un peu ça l'idée. Il y a un conflit permanent dans l'écriture entre la tendance à essayer quand même de mettre un peu de profondeur parce que du Spider-Man ça s'envisage pas comme une série d'action pure, et un acharnement assez clair à mettre le plus possible de choses qui vont supposément plaire aux enfants. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, des super vilains jetables à l'appel pour mettre plein d'action, de l'humour bêta et des comportements caricaturaux. Marvel's Spider-Man est une série indigeste. Bien que ses bases reprennent beaucoup des comics, avec un penchant prononcé pour les comics de la dernière décennie, cette série est ratée dans son esthétique, ratée dans le comportement adopté par ses protagonistes, ratée dans son traitement des intellos et de la science dans son univers, ratée dans son choix de casting de méchants à faire apparaître et à qui donner de l'importance, ratée dans son humour, et ratée dans sa constance à bien suivre ses intrigues et évolutions de personnages. Indépendamment de ces problèmes récurrents sur toute la série, chaque saison est une expérience différente. La saison 1 a une bonne trame de fond avec la relation Peter-Harry, mais la qualité des épisodes qui se suivent est inégale. On peut aussi bien tomber sur un épisode appréciable et enchaîner sur un épisode merdique. La saison 2 avait les idées les plus prometteuses, pour être au final mal exploité tout du long. Cette saison a plus d'épisodes moyens que d'épisodes mauvais, mais les épisodes les plus mauvais sont particulièrement médiocres. Et la saison 3, on n'en attend plus rien, et au final c'est la plus constante, allant du moyen mauvais au moyen bon sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Je peux reconnaître que dans son ton, ses dialogues et ses choix d'adaptation, Ultimate Spider-Man peut être désagréable, surtout dans la saison 1. Mais ses efforts pour s'améliorer et pour raconter comment Spider-Man devient l'Ultimate Spider-Man m'ont tout de même convaincu. Et vu que c'est la seule série Spider-Man diffusée après celle de 94 qui n'a pas été déprogrammée avant sa fin, Ultimate Spider-Man reste une des plus satisfaisantes à avoir regardé, même si ce sont le Spider-Man de 94 et Spectacular Spider-Man qui sont au-dessus du S-tier des séries de super-héros. Et c'est quelque chose que je ne reconnais même pas à Marvel Spider-Man. La seule chose que je retiendrai de cette série, c'est mon affection pour les rares personnages attachants qui ne font même pas partie des personnages principaux. Ce n'est pas que tout soit à jeter dans Marvel Spider-Man. De nombreux fondamentaux du personnage et de son univers sont respectés. Le fait que Peter soit un personnage sympathique si on fait abstraction de son côté un peu con et pédant, le fait qu'il soit plutôt compétent en tant que super-héros, les difficultés qu'il a à concilier sa vie de Spider-Man avec sa vie de Peter Parker. On a aussi parlé des drames humains qui étaient parfois bien mis en scène, comme ceux impliquant Harry au début de la série. Il y a des choses à sauver, et je dirais même que la plupart du temps c'est principalement la forme qui pêche. Simplement, il y a deux problèmes. D'abord, tout ça, c'est du vu et du revu. Ces quelques qualités ne valent pas cher quand on sait qu'on trouve les mêmes dans les autres séries et films, mais avec moins de défauts. Ensuite, ce climat général fade et enfantin de la série est vraiment difficile à passer outre. Les problèmes que nous avons relevés dans Marvel Spider-Man sont symptomatiques de ce qui ne va pas dans les séries de super-héros Marvel récentes. Je risquerais une hypothèse, c'est la cible qui n'est pas adaptée. Au fond, on l'a déjà un peu dit au début, les super-héros c'est pas pour les enfants les plus jeunes. Ça suppose de mettre en scène de temps en temps des situations compliquées et des nuances qu'il faut avoir le courage de traiter sérieusement, même avec un vocabulaire enfantin. Si on veut réellement adapter le concept de super-héros aux plus jeunes, alors il faut faire d'importants ajustements de fond, comme le fait avec brio les pyjamasques. Mais reprendre Spider-Man, ou les Vengeurs, ou les Gardiens de la Galaxie, tel quel, et juste bêtifier ou caricaturer l'ensemble pour rendre ça plus accessible au public, ça marchait déjà pas trop dans la première saison des 4 Fantastiques
Fantastique ou d'Iron Man des années 90, ça marche encore moins dans une série récente forte de l'expérience de ses prédécesseuses qui n'a aucune excuse pour ne pas avoir fait mieux. Rendez-vous compte que Spider-Man a été adapté encore plus souvent que Batman. Rien qu'après 1990, il y a eu 6 séries animées, une 7ème est en cours de diffusion, 3 séries de films dont celle du Marvel Cinematic Universe où le personnage apparaît dans les films crossover, un grand film d'animation pour le cinéma qui aura bientôt une suite. On peut même parler d'avenir, puisque prochainement sur Disney+, nous aurons 2 nouveaux dessins animés avec Spider-Man. D'abord Marvel's Zombie, suite de l'épisode du monde zombie de Marvel's What If, où Spider-Man était un des personnages principaux. Et c'était le pire épisode de la série. Mais bon, peut-être que Thanos en zombie sera cool. Ensuite, Spider-Man Freshman Year, annoncé comme étant les origines du Spider-Man du MCU avant Civil War. Puis finalement non, c'est un what if où Norman Osborn existe dans la réalité du MCU et prend Peter sous son aile avant Tony Stark. Et puis finalement cette série sera peut-être annulée car... faute de budget. Ah non, mais Disney, ils font un jet de dés pour décider du budget de chaque série d'animation. Bon, en tout cas, si vous voulez du Spider-Man lycéen, du Spider-Man petit génie des sciences, du Spider-Man torturé, du Spider-Man comique, ou même du Spider-Man romantique, du Spider-Man dans l'espace, du Spider-Man dans les dimensions, ou même du Spider-Man contre Satan, vous pourrez trouver votre bonheur dans les bonnes adaptations. Alors bon, pour Marvel Spider-Man, autant passer votre chemin. On peut dire que la vidéo est finie, non? Oui, pourquoi? Alors c'est le moment que j'attendais. Lionel, tu me fais quoi là? Tu te souviens quand tu m'as enfermé dans une Pokéball? Eh ben depuis j'adore l'occasion de me venger. Mais enfin c'était affectueux. Attends, il est trop cool ton Inator, tu l'as trouvé où? Oh, je l'ai fabriqué avec des collègues vidéastes qui en ont aussi marre de vous. Mayolek, Wolf, Capsule Pop, le Docteur Pralinus. On s'est tous associés parce qu'on en a assez que vous vous incrustez dans nos vidéos ou que vous nous kidnappez pour vos vidéos. Ok, j'ai compris. Tu veux faire les Sinister Six, mais attends, ça va pas. Mayolek, Capsule Pop, Wolf in Motion, Pralinus et toi, ça fait pas 6. Qui est le 6ème? Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Ok, j'ai pigé, j'arrête. Trop tard. L'araignée, elle connaît très bien le singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil, il préfie du péril. Attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour nous protéger. Il apporte des secours, il ne peut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat là, et de l'action il y en a, quand l'araignée est là.